Salut, ici Maps! Le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, et donc qui dit Saint-Valentin dit romance. Est-ce que je lis des romances parfois? Très peu souvent. Mais j'en avais quelques-unes dans ma bibliothèque et je me suis dit que c'était la bonne opportunité pour les lire. Et je commence tout de suite avec La floraison des nénuphars de Marie-Christine Chartier, qui est en fait la suite du livre L'allégorie des truites arc-en-ciel que j'avais lu il y a quelques années. Vous pouvez aller voir ma critique sur ce livre-là. Et je l'avais bien aimé, c'était un slow burn. Sur le moment, j'avais trouvé que c'était un gros 5 sur 5. Je sais pas si c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de hype autour de ce livre-là, puis que ma mentalité aussi, elle a changé par rapport un peu au comportement du gars Max. Mais au fur et à mesure, j'ai comme perdu un petit peu de ce sentiment vraiment très très fort par rapport à ce livre-là. J'ai reçu La floraison des nénuphars en cadeau de ma maman, mais honnêtement, je ne pense pas que je l'aurais acheté de par moi-même. Mais merci à ma maman qui me l'a acheté. Donc, j'allais le lire définitivement. Donc, on suit encore Max et Cam, mais à plusieurs années après le début de leur relation. Donc, ils sont un couple depuis quelques années. Il y a une certaine passion, une certaine fusion qui s'est estompée un petit peu. Et lorsqu'on les a suivis dans l'allégorie des truites d'arc-en-ciel, leur carrière était un peu au beau fixe. Cam était dans des études qui ne lui plaisaient pas. Max n'était pas tant sérieux non plus dans ses études, ben dans son travail en fait. Et là, aujourd'hui, on est vraiment à des endroits différents. Cam, elle a la flexibilité d'écrire, elle est écrivaine, elle a écrit des choses qui parle beaucoup aux gens, puis Max est dans un emploi qui le stimule vraiment beaucoup, mais qui prend beaucoup de son temps aussi. Et c'est un peu ça l'élément déclencheur, c'est qu'ils ne se voient pas beaucoup, ils ne font pas beaucoup de choses ensemble, et peu à peu, ils s'éloignent l'un de l'autre. Donc ça va être cette petite épreuve à traverser qu'on va suivre dans La floraison des nénuphars. J'aime beaucoup la plume de Marie-Christine Chartier. J'aime beaucoup aussi l'aspect qu'on parle du fait que dans un couple, on peut beaucoup s'aimer, on peut vouloir beaucoup, mais à un certain moment, parfois, on est dans deux directions opposées parce que c'est pas nécessairement l'amour qui est la priorité, c'est la carrière. J'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr que c'est une romance, donc il fallait que je m'attende à ce que tout ça aille se régler. Et c'est pas que je ne le voulais pas, mais c'est que j'ai l'impression que les éléments qui avaient été mis en place par l'autrice faisaient en sorte que je pensais pas que c'était la meilleure solution que ça se règle. Je vais revenir là-dessus plus tard. Mais disons que au départ, la prémisse c'est un manque de communication entre les deux personnages. Puis ça, le fait qu'on dit pas à l'autre ce qui nous dérange, je trouve pas que c'est le trope qui me plaît le plus. Parce que ça se réglerait si tu lui disais. Puis aussi simple que ça peut paraître, je sais que ce ne l'est pas tant que ça, et surtout dépendamment des historiques de certains personnages et de certaines personnes, parce que ça arrive aussi dans la vraie vie, mais de façon générale, en tant que lectrice, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Par contre, je trouve ça intéressant d'avoir l'alternance des points de vue parce qu'on peut vraiment suivre où est-ce que les deux personnages en sont dans leur tête et leur processus cognitif tout au long du roman et tout au long d'évolution de leur relation. Il y a des petites choses pour moi qui manquaient un peu de cohérence, entre autres la relation de Max avec ses parents. À plusieurs reprises, il nous mentionne qu'il en veut à son père de ne pas avoir été le père présent qu'il aurait aimé qu'il soit. Parce que c'est un père vraiment là, imbu de sa propre réussite, puis ses enfants, c'est plus ou moins important. Sauf que une fois qu'il nous dit ça, par la suite, lorsque sa mère elle s'intéresse à lui, ben il la rabroue, puis il veut rien lui dire, puis il veut pas lui parler. Là, je comme est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris là-dedans, parce que si c'est ce que tu veux que tes parents s'intéressent à toi, ben tu laisserais le parent qui s'intéresse à toi s'intéresser à toi, mais t'en voudrais à l'autre, t'en voudrais pas aux deux. Puis là, je comprends qu'elle est quand même mariée à son père, mais en tout cas, tu sais, j'ai trouvé ça un peu étrange. Puis la fin, pour moi, ça a été aussi un peu étrange, parce que j'avais l'impression qu'on mettait tellement l'accent sur le fait que Max s'épanouissait au niveau de sa carrière. Et que ça demandait beaucoup de sacrifices, que ça demandait beaucoup d'heures, que ça demandait une grande intensité, de voir moins Cam, mais qu'il était tellement heureux de ça, et que oui, il aimerait voir Cam plus, mais que pour l'instant, c'était ça.
c'était comme un petit coup à donner. Puis là, rétrospectivement, je me rends compte, par contre, qu'il était triste de ne pas passer autant de temps avec Cam, puis de ne pas avoir l'énergie nécessaire possible, mais sans vous en dire trop pour pas divulgacher, pour moi, la fin, il y avait tous les éléments pour que ça se fasse de manière plus fluidement, mais il y a vraiment comme une cassure que je comprends pas, que je n'ai aucune idée comment quelqu'un pourrait faire ça dans ces conditions-là. Oh mon Dieu, j'ai tellement le goût de vous le dire, là, mais bon. En tout cas, donc la fin, elle m'a pas satisfaite. Oui, c'est sûr que la première chose que je vous ai dit, c'est que j'avais pensé qu'ils ne devraient pas finir ensemble, mais c'est pas ça nécessairement qui me dérange. Il y avait vraiment tous les éléments pour que la fin se fasse de manière plus smooth et facile et que ça soit plus cohérent par rapport à Max. J'ai l'impression qu'il a dû faire une cassure, puis c'est ça que je trouve pas cohérent par rapport à lui. Donc, tu sais, c'est pas un bilan nécessairement négatif. Je pense que je suis pas le plus grand public pour ça. Il y a des petites choses qui me chicotent et qui m'ont chicoté tout au long de ma lecture, mais ça se lit, ma foi, assez rapidement. On embarque, on les suit, puis on est avec eux. Et c'est tout le temps le fun d'avoir le petit clin d'œil par rapport au titre. Ici, la floraison des nénuphars, lorsque ça se passe, c'est plutôt à la fin. Donc, c'est intéressant lorsque ça arrive. Je dois vous dire que c'est pas du tout ma couverture préférée. Je ne l'aime pas, mais ça, c'est vraiment juste de l'esthétique. Donc, voici mes critiques pour la première romance. Deuxième romance, j'ai lu le 3e tome de la série The Elements. Donc, le 3e tome, c'est The Silent Waters, série écrite par Brittany C. Cherry. En fait, cette série-là, même s'il y a des tomes 1, 2, 3, 4, n'ont pas du tout besoin d'être lus en ordre parce que ce sont 4 histoires complètement indépendantes. Ce sont 4 romances, ce ne sont pas des personnages secondaires qui reviennent dans d'autres tomes, ce sont 4 histoires qui n'ont rien à voir les unes envers les autres. Le seul élément commun, c'est que chaque tome a un élément mis de l'avant. Donc, le premier tome, c'était l'air, le 2e tome, c'était le feu, le 3e tome, c'était l'eau, et le 4e tome, ce sera la terre. Donc, j'étais rendue à ce 3e tome. J'avais beaucoup aimé le premier. J'étais moins fan des thématiques du 2e et j'avais très hâte de savoir qu'est-ce que j'allais penser du 3e. Donc, dans ce 3e-là, on part de l'enfance de notre personnage Maggie May et de Brooke. Donc, Brooke étant le meilleur ami de son frère à Maggie May, puis dès leur toute jeunesse, on voyait qu'il y avait quelque chose qui se tramait entre les deux. Ça se dessinait de la manière que Brooke faisait un petit peu des manières, la trouvait désagréable, la trouvait gossante et tous ces adjectifs qu'un jeune garçon de 10-11 ans peut avoir envers une fille de 10-11 ans. Donc, il ne semblait pas s'apprécier, en tout cas Brooke semblait pas apprécier Maggie May, mais tout le monde savait, personne n'était dupe du fait qu'ils s'appréciaient bien tous les deux. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un drame, un traumatisme assez grave dans la vie de Maggie May en jeune âge, autour de ses 10-11 ans, et ça va avoir beaucoup d'impact sur sa vie pendant super longtemps. Puis, suite à ce traumatisme-là, Maggie May ne sera plus capable de parler, donc elle va perdre la voix due au traumatisme, elle ne l'aura pas vraiment perdue physiquement, mais elle ne sera plus capable de parler, et elle ne sera plus capable de sortir de chez elle non plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que ça va la ramener à ce moment-là. Elle ne sera pas capable d'en parler, elle ne sera pas capable de dire qu'est-ce qui s'est passé. Et elle va se mettre à parler d'une autre manière, donc à écrire au lieu d'utiliser sa voix. Et c'est sûr que sa famille vont être là pour elle. Ils vont essayer de comprendre. Il y en a qui ça va être beaucoup plus maladroit que d'autres. Il y en a qui vont être seulement là en support. Ça va déchirer un petit peu la famille, forcément, parce que tout le monde a un petit peu son idée de quoi faire pour aider Maggie May. Mais pour vrai, la personne qui va être le plus aidante va être Brooke. Donc, c'est une romance New Adult. Ben, New Adult, en même temps, il n'y a pas énormément de scènes érotiques, là. Il y en a un tout petit peu, mais tu sais, c'est juste un peu spicy, ça passe super vite, puis il y en a comme 2-3, c'est vraiment pas là de la grosse affaire spicy over the top, c'est pas tout ça.
C'est un ouvrage beaucoup plus lourd que ce que j'avais prévu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le début, l'aspect d'être dans la tête de jeunes enfants. J'aimais beaucoup la manière qu'ils interagissaient ensemble, puis les voir un petit peu tomber en amour, puis comment ils réagissaient l'un envers l'autre. Je te fuis, je t'aime, je te suis, je te fuis, en tout cas, toutes ces affaires-là. Donc, tu sais, on voyait qu'il y avait de l'intérêt l'un pour l'autre, mais tu sais, ça se traduisait pas de cette façon-là rapidement parce que ce sont les enfants puis qui apprennent à se connaître, etc. Puis c'est un peu malhabile, puis c'est aussi une première relation sérieuse, tu sais, à cet âge-là, on n'est pas tout à fait là. Donc, tu sais, il y avait comme beaucoup de naïveté, c'était vraiment très beau, puis j'ai beaucoup aimé le début, là, j'ai dévoré le premier tiers. Lorsque je suis arrivée au traumatisme, je suis restée bête. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort, aussi difficile et à ce qu'on plonge aussi profondément. Mais par la suite, j'ai beaucoup aimé voir à quel point Brooke s'investissait, sa douceur, sa gentillesse, sa compréhension, son écoute. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et là, la suite, là, j'ai un peu perdu pied parce qu'il y avait beaucoup de up and downs, dans le sens qu'on réglait une situation puis on retournait dans quelque chose de deep, il y avait un autre drame, puis on remontait la côte, on le réglait, il y avait un autre drame, et c'est pas quelque chose auquel je suis habituée. Habituellement, qu'il y a comme l'élément déclencheur, puis on va essayer de le régler tout au long du livre, mais une fois qu'on arrive au beau puis c'est réglé, j'aime pas ça replonger encore dans... On dirait que c'est comme trop de briques sur ma tête, puis là, il y a quand même eu pas mal de grosses briques tough et difficile. C'est quelque chose que dans un même livre, j'aime moins. Et c'est un peu ça que j'ai ressenti, qu'il y avait trop de briques, ça devenait trop lourd, c'était comme rendu pas possible. Mais en même temps, je sais que c'est possible, mais tout était tellement chargé, tout était tout le temps difficile que je sais pas, j'étais pas plus capable d'en prendre. Puis c'est même pas la romance qui prenait plus de place là-dedans, c'était comme les multiples drames, puis la résilience qu'on a besoin, puis le courage. Donc, on dirait que je m'essoufflais un peu à force de briques sur la tête. Puis, d'un côté, c'est ça, mais d'un autre côté, je comprends que l'intrigue principale, elle s'est faite résoudre uniquement à la fin, puis qu'on avait besoin de passer par certains petits points pour y arriver. Mais en même temps, d'un autre côté, on dirait que j'aurais été satisfaite que l'intrigue de la fin ne soit jamais résolue, puis qu'on vive tout simplement la résilience de Maggie May, puis comment s'en sortir après un gros traumatisme. Donc j'ai comme des sentiments mitigés par rapport à ce roman-là, aussi par rapport à la romance en elle-même. C'est beaucoup, même à l'âge adulte, comme les deux savent qu'ils sont éperdument amoureux l'un de l'autre, mais il y a beaucoup de comme « je mérite pas » l'autre personne, et ils font ça à plusieurs reprises, à différents moments, donc il y a beaucoup comme de moments manqués, de rencontres manquées, elle est prête, lui est pas prêt, lui est prêt, elle est pas prête. Tu sais, c'est quelque chose que j'imagine qui arrive et qui peut arriver, mais pour moi, c'est comme un peu inconcevable lorsque t'aimes quelqu'un, peu importe où t'es, dans ta tête et ton cœur, comme vous allez vivre ça ensemble. Puis au début, on dirait que c'était ça, tu sais, ils étaient ensemble pour vivre le traumatisme de Maggie May. Puis là, il y a comme des fuites ou des rejets lorsque tu rejettes l'autre pour son propre bien, au lieu de lui laisser décider qu'est-ce qui est bien pour lui. Vous voyez? Fait que tu sais, ça n'a pas été mon préféré. Ça a vraiment bien commencé, j'avais beaucoup d'espoir, j'étais vraiment dedans, puis là, il y a eu comme une grande zone de creux, puis là, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais être capable de le finir? Ça se peut-tu? Ça se peut pas? Et finalement, je l'ai terminé, mais ça n'a pas tout racheté, et mon sentiment est resté plutôt neutre. Tu sais, il est comme descendu gravement, puis il est resté à 3, qui est comme correct, mais sans plus. Ça va pas super bien pour mes romances. Peut-être que j'ai encore un cœur de pierre, moi qui avais des larmes aux yeux dans le premier tiers de ce livre-là. À ne rien comprendre. On se parle de cette troisième romance. Je devais lire L'Ami de cœur de Liz Young, qui est un livre en fait que j'avais pas nécessairement échangé, là. On avait apporté des livres avec la gang de Booktube Québec, puis on avait pris d'autres livres qui nous intéressaient. Donc c'est un livre qui appartenait à Daphné. La quatrième de couverture dit:
Depuis qu'elle a appris que Léo la trompe, Izzy Palmer hésite. Tirer définitivement un trait sur les hommes et tout miser sur son chien Henry ou s'acharner à trouver l'âme sœur. Très vite, la seule compagnie de son chien la déprime. Izzy se sent un peu esselée. Elle ne peut pas se passer des hommes. Et puis, il y a Nick, rencontre éphémère d'une soirée. La fête du Nouvel An approche et avec elle, le fatidique baiser de minuit. Nick sera là. Izzy est bien décidée à prendre les choses en main. Lorsque j'avais lu le résumé, j'étais pas certaine que j'allais apprécier, mais je laissais la chance au coureur. Et je m'en allais commencer le livre, j'ai ouvert la première page, et la première ligne dit « C'est moi qui vous le dis, je faisais plutôt une jolie pute. » Et là, j'ai refermé le livre et j'ai dit « Quoi? » Ce terme « pute », je ne trouve qu'il n'est pas joli, qu'il n'est jamais à l'avantage des femmes, et qu'il est dégradant. Il y a d'autres mots pour utiliser pour... Je sais pas, c'est comme un trigger pour moi ce mot-là. Fait que là, après ça, genre une heure après, je l'ai repris, puis là j'ai continué à lire après. Dans le miroir de ma penderie, elle me renvoyait un sourire boudeur, émeraude caprice, putain au cœur d'or, plaqué 9 carats, experte en jeu en tout genre. Écolière coquine avec les ministres du gouvernement, Miss Moneypenny d'un évêque version James Bond, Emerald avait tout essayé et pris des notes. En ce moment même, elle se préparait à publier ses mémoires, à les présenter sur les plateaux de télé et à en vendre des extraits aux journaux du dimanche, et à se faire assassiner. Bien fait pour toi, ma vieille, lui dis-je avec l'accent cockney de sa mère. Emerald avait débuté dans la vie comme Janice Trotter, lointaine parente de Del Boy. J'ai toujours su que tu finirais mal. Ton père se retournerait dans sa tombe s'il te voyait petite traînée. Regarde-moi ça, tout ce monde au balcon. Mais ce n'était peut-être pas encore assez en fait. Hissant de quelques centimètres supplémentaires mon Wonderbra en satin écarlate, je m'inspectais d'un œil critique et si je mettais des faux cils. Étant donné que, comme beaucoup de personnes aux yeux verts, j'ai les cheveux blonds roux, mes cils ne sont pas ce que j'ai de mieux. Là, je me suis dit, oh non, oh non, 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 non. J'ai même pas lu 2 pages. Même pas lu 2 pages. Je me suis dit, c'est terminé, j'arrête. Je n'endurerai pas ce livre-là pendant 400, je sais pas combien de pages. J'ai décidé de ne pas le terminer. Et donc, ça faisait en sorte que j'avais besoin d'une 3e romance pour ce concept et j'étais vraiment pas certaine que j'en avais tant que ça dans ma bibliothèque. Donc, je suis allée à la recherche, j'ai regardé ce que j'avais et je vous ai demandé de voter sur Instagram. Les 4 choix potentiel-ish qui me restait était Fanfan d'Alexandre Jardin, mais compte tenu que dans ma bibliothèque j'ai déjà Le Petit Sauvage et que je dois le lire au mois de mars, je me disais un Alexandre Jardin par mois c'est assez. J'ai aussi un livre de mon amie, je ne sais pas comment elle fait, d'Alison Pearson. Puis c'est quand même une bonne grosse brique, puis j'avais un peu peur, celui-là aussi, de ne pas l'aimer parce que ça semblait un petit peu plus chick-lit, donc je voulais que ce concept vidéo fonctionne un peu. Sinon, j'avais Clé de cœur de Micheline Duff, qui est une relecture, une lecture que j'ai faite étant toute jeune, mais je m'en souviens pas tant, donc ça aurait pu être une possibilité. Mais en fait, ce qui a gagné sur Instagram, et de beaucoup, là, il y a eu comme 26 votes pour celui-là, puis les autres c'était 2, 3, et pas plus que ça, c'est le livre « Les gens heureux lisent et boivent du café » d'Agnès Martin-Lugan. Donc, dans ce livre-là, on suit Diane, une femme de 30 quelques années, pas beaucoup plus vieille que moi si je me trompe pas, et ça commence comme ça. Elle a perdu son mari et sa fille dans un accident. Et lorsqu'on commence le début, c'est comme 1 an plus tard. Donc l'histoire commence comme ça. Ça fait 1 an, elle est encore en deuil, elle ne sort pas de chez eux, elle ne se lave pas. Elle a repoussé toutes les personnes autour d'elle, sauf son fidèle acolyte Félix. Et là, Félix essaie de son mieux de lui redonner un petit peu le pep, lui donne un peu des ultimatums, c'est le temps de se reprendre en main, c'est pas ce que ton mari et ta fille auraient voulu. Et finalement, Diane décide de partir en Irlande, une destination que son mari aurait voulu découvrir avec elle, mais elle voulait pas, elle préférait les endroits chauds. Donc elle se dit, ben je vais faire quelque chose que mon mari aurait voulu, puis elle part en Irlande. Je sais pas à quel point je peux vraiment en dire plus, parce que, comme je vous ai dit au début, j'ai appelé ça une romance préalablement,
mais après l'avoir terminé, je sais pas si ça correspond à tous les standards de la romance. Parce que définitivement, il y a une romance, à mon sens, qui prend la majeure partie de ce livre-là, mais c'est aussi un peu comme une reconstruction de soi. Et ça se fait bien aussi lorsqu'il y a un homme attachant et désirable proche de nous. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme un contemporain avec soupçon de romance. Je sais pas si je mettrais ça vraiment comme romance en principe. Surtout de la manière que ça termine, j'ai l'impression que pour être une romance typique, acceptée, il faut que ça termine bien. Puis là, on est comme sur un flou, ça termine pas nécessairement mal, mais on sait pas si ça termine de la manière la plus romantique qu'il soit. J'essaie de pas faire de divulgation, mais bon. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? J'ai été très surprise. En fait, juste avant de commencer à lire, MH, la lectrice, cette chère compatriote, m'a écrit ish, en tout cas, ça se peut que t'aimes pas trop parce qu'elle, elle avait pas vraiment aimé. Fait que j'ai comme commencé ma lecture en me disant, MH, elle a pas aimé. J'espère que je DNFerai pas une autre lecture dans ce concept-là, parce que définitivement, moi puis les concepts, on l'a pas ensemble. Mais j'ai commencé à lire, puis c'était des petits chapitres, ça se lisait rapidement, il y avait quand même pas mal d'action, puis on est arrivé en Irlande, et on voyait avec des gros clignotants, là, ça allait être qui l'homme de la situation, ça allait être qui le potentiel amoureux, tu sais, qui se nomme Edward. Tu sais, il n'y a aucune surprise là-dedans, c'est pas un punch pantoute, on le voit arriver à 100 000 %. Et il y a comme une situation au début que c'est comme deux âmes blessées. Tu sais, Diane, ça fait quand même juste 1 an que son mari est décédé, puis c'est un deuil agressif dans le sens que comme c'est une mort très soudaine, elle a pas commencé son deuil durant cette année-là. Puis lui aussi, Edward, on soupçonne, tu sais, ça a l'air d'une petite âme torturée, tu sais, le genre de faux bad boy que j'aime bien. Et là, en discutant par la suite avec MH à la fin de ce livre-là, une fois que je l'ai terminé, je pense qu'il y a raison qu'on pourrait considérer ça comme un enemies to lovers. Mais dans mon sens, en tout cas, j'ai toujours cru que pour être des ennemis, il fallait vraiment des raisons, ou en tout cas, il fallait comme... Mais eux, c'est juste qu'ils se rencontrent, puis on dirait que ça fonctionne tellement qu'ils se repoussent, ils se voient dans l'un, dans l'autre. C'est peut-être ça la définition d'Enemy to Lovers, mais si c'est ça, je me rends compte que c'est peut-être un trope que j'aime alors que j'ai toujours cru que j'aimais pas ce trope-là. On en découvre des choses sur soi. Puis ça me faisait beaucoup penser aussi au livre The Air He Breathes, qui, somme toute, a quelque chose de très similaire parce que ce sont deux adultes qui se rencontrent suite à un drame, puis ça fait des flamèches entre les deux, mais on le sait très bien que c'est parce que ça se passe, qu'ils ont un intérêt viscéral l'un pour l'autre, mais qui sont pas prêts à l'accepter, ou qui ont plein d'autres choses à régler, ou qui sont pas dans cette atmosphère-là, dans cette bonne place-là, mentale, je sais pas comment dire ça. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des similitudes, quoique The Air He Breathes, c'est quand même beaucoup plus dark, puis il y a comme un twist à la fin, chose qu'ici, il n'y a pas vraiment ça. Tu sais, la fin, c'est tout doux, puis c'est beaucoup plus contemporain. Donc, je me suis retrouvée à vraiment avoir beaucoup de plaisir à lire ce livre-là, à le dévorer en une matinée. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas très gros, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une lecture bonbon. C'est pas un ouvrage parfait. Il y a des petites choses que j'aurais préféré qu'on évite. Entre autres, lorsqu'elle s'en va en Irlande, on ressent vraiment beaucoup la pression des gens de savoir pourquoi une femme voyage toute seule. Puis là, vu qu'elle a l'anneau de son ex-mari, ben de son mari, les gens supposent des choses, puis ça cause des situations vraiment malaisantes qui les regardent pas. Comme ces moments-là, j'aurais préféré les enlever. Puis à la fin, il y a comme un rebondissement en lien avec leur potentiel amoureux. Puis ça aussi, je l'aurais vraiment enlevé. C'était pas nécessaire un combat de tigresse, là. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé, et dans les 3 ouvrages que j'ai lus, dans les 3 romances, c'est vraiment lui qui est la moins romance, mais c'est lui que j'ai préféré overall, je crois. J'ai pas eu vraiment de moment, là, plus down, puis, tu sais, outre des petites choses, j'ai bien aimé. Donc, ça conclut cette vidéo de 3 romances qui finalement ne sera pas publiée
en février, hein, mais il est jamais trop tard pour une vidéo de romance. On voit quand même que la romance, c'est pas mon genre préféré et que je suis vraiment pointilleuse sur des choses que sûrement que les autres personnes ne l'en sont pas autant. Et je pourrais peut-être dire la même chose de mon genre préféré, que j'accepte plus de choses que d'autres personnes, que ce ne sont pas leur genre préféré. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!